Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les jeux de Nicolas Prévost. Pierre par le bas. Afin de rester en cohérence avec le projet annoncé par Nicolas Prévost dès la page de titre, nous avons considéré comme des jeux toutes les activités dessinées et mises en scène de façon ostensible par l'auteur, aussi bien les bulles de savon ou la chasse aux papillons que le jeu de barre ou le jeu de paume. En nous appuyant sur nos recherches précédentes portant sur les jeux de la Renaissance, nous avons pu identifier la quasi-totalité de ces jeux. Beaucoup d'entre eux ont encore été pratiqués au cours du dernier siècle et de ce fait, ils nous sont relativement familiers. Cependant, sur certaines images, la reconnaissance fut délicate et reste hésitante car certains divertissements de la Renaissance ont disparu de notre horizon ludique. Il a alors fallu recourir à d'autres sources et à d'autres documents, et dans quelques rares cas, un doute subsiste sur le contenu précis de l'activité dessinée. Cependant, les indications fournies par les dessins et les commentaires mis en rime ont permis de replacer ces quelques cas litigieux dans le cadre général de l'analyse. La numérotation des estampes suit l'ordre de succession adopté dans l'album. Ainsi, les 114 jeux de la série ont-ils été identifiés, nommés et replacés dans l'ordonnancement originel. Nous avons cherché à garder les noms des jeux les plus proches possibles des descriptions et des dénominations de l'album, en ajoutant parfois, à titre de complément, d'autres appellations, anciennes ou plus actuelles. Dans cet ouvrage, nous avons reproduit intégralement les 36 estampes de l'album original de Nicolas Prévost, précédées de la page de titre annonçant la vaste ambition de ces 36 figures. Afin d'identifier au mieux les détails des joueurs et les traits du contexte de l'action en cours, les différents jeux de chacune des planches ont été distingués et agrandis sur la page située en regard. Chaque petit univers ludique affirme ainsi sa propre singularité dans ce grand univers de la verte enfance. À 4 reprises, 2 en début et 2 en fin d'ouvrage, une estampe occupe à elle seule les 2 pages qui se font face, donnant ainsi en bonne grandeur une ample évocation de ces jeux et un témoignage du talent de leur auteur. Afin de favoriser un rapide aller-retour entre le texte et les images, celles-ci ont été regroupées en 4 blocs de 9 répartis sur l'ensemble de l'ouvrage. Jeux de la Renaissance, miroir d'une culture. Pierre par le bas. Je te supplie, lecteur épluche curieux. Tous les traits de ce livre en ces figures belles. C'est à cette aimable supplication, placée en tête d'un album d'étampes de jeux datant de 1589, que nous nous proposons de faire écho, figure 1. À l'écoute de ces conseils, nous allons éplucher la bonne centaine de ces jeux en essayant d'en extraire tous les traits, révélant certaines caractéristiques de ce monde de joueurs qui s'en donne à cœur joie. Un album au parcours mouvementé. Cet album des 36 figures qui regroupe 36 estampes de jeux, toutes reproduites ici pour la première fois en France, depuis plus d'un siècle semble-t-il, a connu un itinéraire mouvementé et parfois encore mystérieux. À vrai dire, déjà réputé ouvrage rarissime au XIXe siècle, il a complètement disparu aux yeux des amateurs européens depuis sa vente, en 1894, par la librairie Damascène Morgan au prix de 750 francs. Cela fait plus d'un siècle que des chercheurs essaient en vain de retrouver sa trace, sachant toutefois que 19 copies de ces gravures sur les 36 annoncées sont conservées au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de France, et cela depuis 1863, après qu'un décret impérial les eut transférées de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. L'ensemble des 19 estampes conservées par la Bibliothèque nationale de France représente un référentiel déjà important, 62 jeux, mais l'idéal était de disposer de la totalité des 36 gravures afin de mener l'analyse du corpus complet. Les estampes manquantes, recherchées par de nombreux auteurs, semblaient introuvables, peut-être détruites au cours des conflits qui embrasèrent le dernier siècle. Nos recherches très insistantes, qui se déroulèrent sur une vingtaine d'années, aboutirent à des résultats ponctuels non négligeables. 24 jeux nouveaux identifiés, mais insuffisants. Furent retrouvés une estampe complète, des désignations de jeux, des extraits de dessins et de nombreux vers détercés de commentaires. Évidemment, c'est la découverte du document originel dans son intégralité qui fut l'aboutissement heureux et quasi inespéré de cette quête. Cet album que nous nous proposons d'étudier a été édité en 1589, avec privilège du Roy, par l'imprimeur d'histoire et imagier Nicolas Prévost, de la rue Montorgueil à Paris.
Grâce à une précieuse chaîne d'amitié, nous avons pu nous procurer une reproduction complète de l'ensemble du recueil authentique, miraculeusement conservé dans une bibliothèque américaine, la Morgan Library and Museum de New York. Il semble qu'il s'agisse du seul exemplaire encore existant connu, qui met ainsi à notre disposition les 17 gravures manquantes, totalement inédites. Ce sont donc bien des jeux authentiquement du XVIe siècle, dont l'édition date à coup sûr de 1589, que nous allons ici examiner. Nous joignons à ce texte la reproduction exhaustive de ces 36 figures, estampes qui connaissent ainsi, semble-t-il, leur première publication intégrale depuis le XIXe siècle. Ce qui est troublant, c'est que le recueil originel a été très fréquemment attribué à l'éditeur et graveur Guillaume Lebet, et non à l'éditeur Nicolas Prévost. On sait que depuis 1847, cet album appartenait au baron Jérôme Pichon, président de la Société des bibliophiles français qui l'avait fait relier par le célèbre Trotz Bozonnet. Dans un article du magazine Pittoresque de 1847 qui a fait longtemps référence, les 36 figures sont l'objet d'un abondant commentaire agrémenté opportunément d'extraits de dessins et de fragments des vers qui légendent chaque gravure. Cet article anonyme attribue les 36 planches que l'auteur a manifestement sous les yeux, au graveur Guillaume Lebet, et il mentionne 1587 comme date d'édition. Un second article, paru dans la même revue et sur le même sujet 40 ans plus tard, en 1886, est signé par Henri Bouchot, du cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale. Cette seconde présentation n'apporte guère de données nouvelles, ne mentionne pas l'article qui l'a précédé et commet une sérieuse maladresse. Il indique que ce recueil a été édité vers la fin du XVIe siècle, tout en l'attribuant à la veuve Jean Leclerc alors que cette épouse n'est devenue veuve qu'en 1622 ou 1623. Toujours est-il que l'article initial de 1847 a fait autorité et a été abondamment repris par la plupart des auteurs. Ainsi, le texte de Benjamin Piftot de la Grande Encyclopédie Générale des Jeux, vers 1880, ne fait-il que reproduire, pratiquement au mot à mot, l'article du magazine pittoresque de 1847. Il convient également de noter que d'éminents experts, eux aussi membres du cabinet des estampes, tels Jean Adhémar et Maxime Préau, ont attribué les 36 figures à Guillaume Lebet. Cependant, dans une analyse originale et fortement documentée, Thierry de Police montre dans le texte suivant que cette attribution fait problème. Les 19 gravures de la Bibliothèque nationale de France semblent provenir de deux sources différentes. L'une des images indique pour origine, à Paris, chez Guillaume Lebet, rue Saint-Jean-de-Beauvais, près le Puy-Sétain, et l'autre, à Paris, chez la veuve Jean Leclerc, rue Saint-Jean-de-Latran, à la Salamandre royale. Étant donné, ainsi que nous l'avons déjà noté, que Madame Jean Leclerc n'est devenue veuve qu'en 1623, la plage potentielle de parution de ces images s'étale sur plusieurs dizaines d'années, de 1587 à 1623 et davantage. Et le problème se complique quand on constate que les noms de Guillaume Lebet et de Jean Leclerc sont portés tels quels par deux lignées de professionnels reconnus, au moins 3 Guillaume Lebet et 5 Jean Leclerc. On ne s'étonnera guère des difficultés à démêler les rôles de chacun de ces acteurs quand on observe que tous ces tailleurs d'images résident dans les mêmes rues, travaillent souvent ensemble, nouent de nombreuses alliances professionnelles et même parfois matrimoniales. En 1624, le graveur Jean Leclerc V épouse Catherine Lebet, fille de Guillaume Lebet II. Dans son article de 1886, H. Bouchot mentionne et commente un nombre impressionnant de jeux. Ces 35 jeux qu'il cite sont extraits des seules planches actuellement détenues par la Bibliothèque nationale de France, et aucun des très nombreux jeux des 17 autres planches n'est évoqué. Il est donc évident que H. Bouchot ne disposait que des 19 gravures de la Bibliothèque nationale de France, alors que l'auteur du premier article de 1847 a compulsé la bonne centaine de jeux de l'album entier. On peut penser que devant les difficultés d'obtenir des informations de première main, les chercheurs se sont rabattus sur les deux articles du magazine pittoresque dont le dernier a bénéficié du label du cabinet des estampes. Or, il apparaît que ces deux articles ont proposé des données confuses et même erronées, relatives au rôle de Guillaume Lebet et à la date d'édition, 1587. À l'aide d'un grand nombre d'arguments soigneusement référencés, Thierry de Police, spécialiste de l'histoire de la gravure, notamment des XVe et XVIe siècles,
pense que la confusion est née des approximations dues aux articles du magasin pittoresque qui ont été repris sans vérification par une multitude de chercheurs. Ainsi qu'il le développe dans le texte suivant, les 19 gravures détenues par la Bibliothèque nationale de France auraient sans doute été éditées non pas au XVIe mais au XVIIe siècle, après 1623. Une multitude de données que nous ne pouvons énumérer ici, font ainsi pencher en faveur d'une attribution de l'édition princeps des 36 figures à l'éditeur Nicolas Prévost. Il est cependant difficile de préciser les rôles respectifs éventuels, dessinateur, graveur, imprimeur, éditeur, tenus dans cette création par plusieurs professionnels éminents, Nicolas Prévost, Guillaume Lebet, Jean Leclerc, et cela dès 1587 à 89, puis au cours des décennies suivantes, sachant qu'à quelques nuances de dessin et d'orthographe près, toutes les gravures ultérieures, dessins et cisains, ne sont que la réplique fidèle de la première édition, due sans doute à Nicolas Prévost. L'intérêt pour cette girandole de gravure ne s'est pas démenti avec les années, ainsi qu'en témoigne l'Almanach Jeux de tradition publié en 1969 sous l'égide du vice-président de la Société d'ethnologie française, qui reproduit 13 de ces estampes rehaussées d'une coloration ajoutée, figure 2. Figure 2. Illustration d'un almanach récent à l'aide de 13 estampes de Nicolas Prévost. Avant-propos de Roger Lecotte, vice-président de la Société d'ethnographie française, Édition de Port-Royal. Les 36 figures de Nicolas Prévost. Ces scénettes animées témoignent du réel talent de l'artiste qui a su composer de véritables tableaux vivants où les acteurs sont saisis sur le vif, en pleine action, courant, sautant, lançant, nageant ou s'affrontant. Gestes, postures, élans manifestent un engagement corporel et des relations interpersonnelles d'une grande intensité. Les émotions des joueurs, leurs interactions dynamiques se lisent à livre ouvert. Manifestement, l'artiste possède une connaissance vécue des jeux mis en image dont on peut dire qu'ils ont été croqués sur le motif. Les 3 ou 4 jeux de chaque gravure sont disposés avec adresse dans un environnement bien accordé, qui les accueille de telle sorte que leur coprésence est crédible et parfaitement acceptée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.